Les cavaliers partout croient encore aux mythes faux et dangereux. Des mauvais conseils de sécurité aux habitudes de gaspillage d'argent. Ces mensonges ont été transmis depuis des générations. Il est temps de mettre les choses à la lumière. Dans cette vidéo, nous examinons les 13 mythes les plus stupides de la moto qui rendent les pilotes imprudents, ignorants et même stupides. Certains d'entre eux peuvent endommager votre vélo, épuiser votre portefeuille ou vous hospitaliser. En 13, vous devez changer l'huile tous les 3000 miles. Ce mythe existe depuis les années 1970, mais les motos ont beaucoup évolué depuis. Malgré des avancées technologiques de moteurs et lubrifiants, plusieurs pilotes croient encore que l'huile doit être changée tous les 3000 km pour une performance optimale. Ce n'était que valable quand les huiles moteurs étaient moins raffinées et tolérances des moteurs plus souples. Les mécaniciens et recommandations de fabricants obsolètes gardent cette idée vivante malgré les progrès actuels. De nombreux motocyclistes pensent que des changements d'huile plus fréquents se traduisent automatiquement par une meilleure santé du moteur, considérant que l'adhésion à un ancien programme de maintenance est un signe de diligence et de soin. Toutefois, cette hypothèse est inexacte et entraînera des dépenses inutiles et un gaspillage de ressources. Les huiles moteurs synthétiques modernes ont une longue durée de vie, généralement entre 5000 et 8000 milles, selon le type de moteur de la moto, les conditions de conduite et l'huile spécifique utilisée. Les huiles entièrement synthétiques, en particulier, offrent une lubrification supérieure, une réduction du frottement et une résistance à la décomposition thermique par rapport aux huiles traditionnelles des dernières décennies. De nombreux fabricants recommandent maintenant des intervalles de changement d'huile plus longs, et certaines motos haute performance peuvent même dépasser 8000 miles avant de nécessiter un changement d'huile. Au lieu de s'appuyer sur des conseils obsolètes, les pilotes devraient toujours consulter leur manuel d'utilisateur pour connaître les intervalles de changement d'huile corrects spécifiés par le fabricant. Le suivi de ce guide garantit des performances optimales du moteur sans entretien inutile. Changer l'huile trop fréquemment est non seulement un gaspillage d'argent, mais il a aussi peu d'impact sur la durée de vie du moteur. Comme les moteurs de moto continuent d'évoluer, les pilotes devraient adapter leurs habitudes d'entretien en conséquence et éviter de s'en tenir à des règles qui ne s'appliquent plus. Maintenant, parlons de quelque chose qui est même risqué numéro 12. Les nouveaux pneus doivent être difficiles à rouler. De nombreux pilotes pensent que lorsqu'ils reçoivent un nouveau jeu de pneus, ils doivent pencher agressivement dans les virages, accélérer fort et pousser la moto jusqu'à la limite pour rouler le nouveau caoutchouc. L'idée est que le rodage de nouveaux pneus nécessite une conduite agressive pour enlever le revêtement lisse d'usine le plus rapidement possible. Cette conviction a entraîné de nombreux accidents car les pilotes n'ont pas pris en compte à quel point les pneus neufs pourraient être dangereux aux premiers kilomètres sur la route. L'origine de ce mythe réside dans le processus de fabrication des pneus de moto. Le caoutchouc frais est généralement recouvert d'une fine couche d'agent de démoulage qui empêche le pneu de coller au pneu de production. Ce résidu crée une surface lisse qui réduit la traction jusqu'à l'usure naturelle. Certains pilotes pensent qu'en poussant fort immédiatement la moto enlèvera cette couche plus rapidement, mais en réalité, rouler agressivement sur des pneus neufs augmente le risque de perte de traction et d'accident. La meilleure façon d'utiliser des pneus neufs en toute sécurité est de rouler normalement et d'augmenter progressivement l'angle d'inclinaison pendant les 100 premiers kilomètres. Plutôt que de faire des virages serrés à grande vitesse ou d'accélérer fortement, les pilotes devraient laisser les pneus devenir rugueux naturellement grâce à une conduite continue et contrôlée. Une vitesse moyenne, un freinage doux et une inclinaison progressive aideront les pneus à développer une bonne adhérence sans compromettre la sécurité. Pousser un pneu neuf trop vite et trop fort est non seulement inefficace mais aussi extrêmement dangereux. Une approche progressive garantit que les pneus s'adaptent correctement à la route et produisent la traction nécessaire avant d'effectuer des virages à grande vitesse ou des manœuvres agressives. Quand il s'agit de nouveaux caoutchoucs, la patience est la clé. Mais alors que les nouveaux pneus doivent être soigneusement roulés, le stationnement est une autre histoire numéro 11. Vous devriez avoir les pieds baissés à chaque fois que vous vous arrêtez. De nombreux cavaliers débutants pensent que lorsqu'ils s'arrêtent, ils devraient immédiatement atterrir leurs pieds sur le sol pour rester stables. La raison derrière cela est que plus de points de contact signifie plus de contrôle, ce qui rend la moto moins susceptible de renverser. Bien que cette logique puisse paraître raisonnable à première vue, elle rend en réalité le pilote moins stable et moins préparé pour un décollage en douceur. Ce malentendu vient d'un instinct naturel de stabiliser la moto quand elle est immobile.
Les cyclistes, en particulier ceux qui sont nouveaux à la moto ou qui ont peu confiance dans leur équilibre, pensent que les pieds vers le bas leur donnent une position plus sûre. Ils voient d'autres coureurs le faire et pensent que c'est le moyen le plus sûr de rester stable devant un feu rouge ou un panneau d'arrêt. Cependant, cette technique est non seulement inefficace, mais elle peut également rendre le pilote plus vulnérable à l'instabilité lors du redémarrage. La bonne façon de s'arrêter aux intersections légères consiste à poser un pied sur le frein arrière tout en posant un seul pied sur le sol. Cette technique offre un meilleur contrôle, maintient la moto stable et permet un décollage plus fluide et plus rapide Mortis. Vous devriez toujours utiliser les deux freins de manière égale. Une croyance commune partagée par les nouveaux coureurs est qu'ils devraient utiliser les freins avant et arrière avec la même force à chaque décélération. La logique derrière l'idée consiste à utiliser deux freins pour répartir équitablement la force de freinage, ce qui permet un stationnement plus sûr et contrôlé. Bien que cette approche puisse sembler équilibrée, elle est en réalité inefficace et entraîne des distances d'arrêt plus longues. Cette incompréhension vient de la fausse compréhension de la façon dont le poids est transféré pendant la rupture. Lorsque la moto ralentit, le poids se déplace naturellement vers l'avant, ce qui signifie que les pneus avant gagnent plus de traction et que les pneus arrière perdent leur adhérence. Les freins avant fournissent environ 70 à 90% de la force de freinage de la moto, tandis que les freins arrière jouent un rôle beaucoup moins important dans la décélération rapide. Les pilotes qui tentent d'utiliser les deux freins uniformément finissent par ne pas utiliser la puissance du frein avant et réduisent leur capacité à s'arrêter rapidement. Cela ne veut pas dire que le frein arrière est inutile. Il possède toujours des fonctions importantes, notamment la manœuvre à basse vitesse, la stabilisation de la moto dans certaines situations et la réalisation de petits ajustements de vitesse. Toutefois, en cas d'arrêt d'urgence ou de freinage rapide, le frein avant devrait être la principale préoccupation. Les pilotes qui comptent trop sur le frein arrière peuvent se retrouver en dérapage ou ne pas s'arrêter à temps. La meilleure façon de le faire est d'apprendre la modulation correcte du freinage. Le pilote doit appliquer progressivement les freins avant et augmenter la pression tout en utilisant doucement les freins arrière pour aider à l'équilibre. Cette technique permet d'arrêter la distance la plus courte possible tout en gardant le contrôle de la moto. S'arrêter, c'est une chose, mais qu'en est-il de ralentir sans utiliser le frein? Le freinage du moteur peut endommager votre vélo. Certains pilotes pensent que lâcher l'accélérateur et laisser le moteur ralentir la bicyclette est nocif pour le moteur. Ils estiment que cette pratique exercerait une pression excessive sur les composants internes, entraînant une usure inutile. De nombreux pilotes évitent donc complètement le freinage du moteur et comptent uniquement sur les freins pour ralentir la vitesse. Cependant, cette croyance est totalement incorrecte et peut en réalité entraîner davantage d'usure des freins. Les motos sont conçues pour gérer les freins du moteur, qui sont en fait une partie essentielle de leur fonctionnement. Lorsque le cycliste ferme l'accélérateur, le moteur bloque naturellement le mouvement vers l'avant du vélo, ce qui le ralentit sans utiliser le système de freinage. Cela réduit la pression sur les plaquettes de frein et prolonge leur durée de vie. Le freinage du moteur permet également une décélération plus douce et un meilleur contrôle, en particulier lors de l'entrée dans les virages. Le seul moment où le freinage du moteur est nuisible est lorsque le pilote baisse la vitesse trop agressivement et libère l'embrayage, ce qui entraîne le blocage des roues arrière. Il ne s'agit pas du freinage du moteur lui-même, mais du mauvais contrôle de l'embrayage. Maintenant, passons littéralement de les vitesses et parlons de la taille du moteur. Du 8 plus le moteur est grand, plus il est toujours rapide. Beaucoup de gens pensent que plus le moteur est grand, plus la moto doit être rapide. Ça semble logique. Après tout, une moto avec une cylindrée de moteur de 1805 Nm devrait facilement surpasser une moto de sport plus petite de 605 Nm, n'est-ce pas? Cette croyance est répandue surtout parmi ceux qui sont nouveaux à la moto ou qui ont une connaissance limitée de la façon dont la performance fonctionne réellement. L'hypothèse est que les moteurs plus gros produisent plus de chevaux et de couple, ce qui devrait se traduire par une vitesse plus élevée. Bien que la taille du moteur joue un rôle dans les performances globales, elle est loin d'être le seul facteur qui détermine la vitesse d'une moto. La vérité est que la vitesse de la moto est influencée par de nombreux facteurs et que la cylindrée du moteur à elle seule n'est pas un indicateur fiable de performance. Un vélo de sport léger de 605 Nm est conçu pour une puissance à haute vitesse et une aérodynamique aiguisée qui lui permet d'accélérer rapidement et de maintenir facilement la vitesse élevée. Pendant ce temps, le volumineux Cruiser de 1800 Nm est conçu pour un couple bas de gamme et un voyage confortable sur de longues distances plutôt que pour une accélération agressive ou une vitesse maximale. Le rapport puissance-poids, la transmission, l'aérodynamique et le réglage du moteur jouent tous un rôle important dans la détermination de la vitesse d'une moto. Au lieu de supposer que les moteurs plus gros signifient toujours plus de vitesse, les pilotes devraient se concentrer sur la compréhension de la façon dont les différentes motos sont conçues pour différentes fins. Les motos sportives équipées de moteurs plus petits mais à haute vitesse peuvent facilement surpasser les quasars plus gros et plus lourds, car elles sont conçues pour l'agilité et l'accélération.
Si vous recherchez de la vitesse, vous devriez considérer des facteurs tels que le rapport chevaux-poids, l'aérodynamique et les engrenages de transmission, et pas seulement la taille du moteur. Maintenant, parlons de quelque chose qui peuvent sauver votre peau. Aucun équipement n'est nécessaire pour les courtes courses. Beaucoup de coureurs croient à tort que l'équipement de protection est nécessaire seulement pour les longs trajets ou pour les grandes vitesses. Voilà la logique. Je fais juste du vélo dans la rue pour acheter quelques trucs au magasin, donc je n'ai pas besoin de mettre mon équipement. C'est un état d'esprit courant, en particulier parmi les coureurs de loisirs qui trouvent de l'équipement de protection inconfortable, incommode ou inutile pour un voyage rapide. Malheureusement, c'est l'un des mythes les plus dangereux, car les accidents ne se soucient pas de la distance où vous allez. Les statistiques montrent que la plupart des accidents de moto se produisent dans un rayon de quelques kilomètres de la maison du pilote. Beaucoup de ces accidents se produisent à des vitesses relativement faibles, mais ils peuvent néanmoins entraîner de graves blessures. Les éruptions cutanées, les fractures et les traumatismes crâniens ne sont pas distingués en fonction de la durée de votre voyage. Même une chute à 20 ou 30 km/h peut entraîner des abrasions douloureuses et des cicatrices permanentes. Pire encore, un accident inattendu peut transformer un voyage le plus ordinaire en un événement qui change la vie. Les cavaliers qui sautent sur leur équipement parce qu'ils sont juste au coin prennent des risques inutiles et imprudents. La meilleure façon de le faire est de toujours porter au moins les équipements de protection nécessaires, quelle que soit la distance que vous avez parcourue. Un casque est l'équipement le plus critique et ne doit jamais être sauté. Les gants protègent vos mains, qui sont généralement les premières choses à toucher la route lors d'un accident. Une veste de protection offre une résistance à l'abrasion et le port d'un pantalon et de bottes de cyclisme durable ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Prendre quelques secondes supplémentaires pour se préparer peut signifier la différence entre se débarrasser d'un accident ou souffrir d'une blessure grave. Parlons maintenant d'un mythe qui pourrait vous laisser les mains liées six. Les lubrifiants de chaîne durent pour toujours. Beaucoup de motocyclistes pensent que leur chaîne sera protégée pendant plusieurs mois une fois qu'ils ont appliqué le lubrifiant de chaîne, quelle que soit la quantité qu'ils roulent. Ce mythe conduit souvent les pilotes à négliger l'un des aspects les plus critiques de l'entretien de la moto, en croyant qu'une seule application de lubrifiant garderait leur chaîne en parfait état indéfiniment. Cependant, la réalité est loin de cela. Les chaînes de moto sont souvent exposées à des environnements qui réduisent leur lubrification. La pluie, la poussière sur la route et la conduite à grande vitesse peuvent tous entraîner la défaillance du lubrifiant de la chaîne. Au fil du temps, le lubrifiant s'usure, laissant la chaîne sèche et sujette à une usure excessive. Non seulement cela met le pilote en danger, mais cela accélère également l'usure des roues dentées, entraînant des réparations coûteuses. La solution est simple, maintenance régulière. Selon les conditions de conduite, le remplacement de la moto doit être nettoyé et relubrifié tous les 300 à 600 000. Si vous roulez dans un environnement humide ou poussiéreux, vous devrez peut-être lubrifier la chaîne plus souvent. Le maintien de la chaîne correctement lubrifiée assure une conduite en douceur, prolonge la durée de vie de la chaîne et des pignons et empêche les pannes soudaines. Mais changeons de vitesse et parlons du feu de circulation numéro 5. Passer au point neutre au feu de circulation permet d'économiser de l'essence. De nombreux pilotes pensent que mettre leur moto en vitesse neutre à un feu rouge aide à économiser du carburant. La raison derrière ce mythe est que le maintien du moteur en vitesse serait censé lui imposer une plus grande charge, ce qui entraînerait une augmentation de la consommation de carburant. En raison de cette conviction, certains pilotes prennent l'habitude de passer au neutre à chaque feu de circulation, croyant qu'ils améliorent l'efficacité de leur moto. Toutefois, cette idée est largement fausse car la différence de consommation de carburant entre le ralenti en vitesse et le ralenti en vitesse neutre est pratiquement inexistante. Les moteurs de moto modernes sont conçus pour ralentir efficacement avec une faible quantité de carburant supplémentaire utilisé en engrenage négligeable. L'inquiétude accrue de changer constamment d'entrée et de sortie du neutre à chaque arrêt est inutile. Sur l'embrayage de la transmission, une pression supplémentaire est exercée sur les disques d'embrayage et les composants internes à chaque fois que l'embrayage est enclenché et désengagé. Ce changement constant de vitesse entraîne une usure prématurée et des frais de réparation coûteux au fil du temps. Au-delà des problèmes mécaniques, cette habitude a un problème de sécurité majeur. Si vous êtes assis devant un feu rouge en vitesse neutre et qu'une voiture commence soudainement à rouler vers vous par derrière, vous devez remettre la vitesse pour vous déplacer. Rester en engrenage lors d'un feu de circulation vous garantit que vous êtes toujours prêt à réagir rapidement si nécessaire. Maintenant, parlons d'un mythe qui peut réellement mettre votre vie en danger. Laissez votre vélo vous sauvera la vie. L'un des mythes les plus persistants dans le recyclage automobile est la croyance que déposer votre vélo en cas d'urgence vous sauvera la vie d'une manière ou d'une autre.
Ce conseil est souvent transmis par les anciennes générations de coureurs et est né à une époque où la technologie de freinage des motos était beaucoup moins efficace qu'aujourd'hui. L'idée est que si une collision est inévitable, le cycliste devrait délibérément abaisser son vélo et glisser le long du sol, plutôt que de frapper un obstacle en position verticale. Cependant, cette logique est profondément défectueuse et a été complètement dénoncée par les experts modernes en sécurité et les motocyclistes expérimentés. Le principal problème avec le dépôt de votre vélo est qu'il élimine complètement tout contrôle que vous avez sur la situation. Lorsque vous abandonnez délibérément votre vélo, vous n'avez plus le contrôle de votre vitesse, de votre direction ou de toute chance d'éviter une collision. Au lieu de cela, vous vous transformez en un projectile humain qui glisse sur le trottoir à haute vitesse, avec peu de protection que votre équipement de cyclisme. Non seulement cela augmente la probabilité d'éruptions cutanées graves et de fractures, mais cela vous expose également à un risque accru de percuter un autre véhicule, un garde-corps ou même un véhicule en sens opposé. En outre, les motos modernes sont équipées de freins haute performance et de systèmes de contrôle de traction avancés, ce qui augmente considérablement la distance d'arrêt par rapport aux motos d'il y a 50 ans. Cela signifie que dans presque toutes les situations, rester debout et utiliser correctement les freins vous ralentira plus efficacement que si vous abaissez votre vélo. La meilleure façon de gérer une situation d'urgence est de pratiquer fréquemment la bonne technique de freinage. Appliquez une pression ferme mais contrôlée sur les freins avant et arrière tout en maintenant la bicyclette debout. Trouvez des voies d'évasion autant que possible et utilisez la direction inverse pour contourner les obstacles. Conduire de manière défensive et garder la conscience de la situation réduira considérablement vos chances de crash. Le résultat est simple. Laisser tomber votre vélo est un conseil dépassé et dangereux qui fera plus de mal que de bien. En parlant de conseils obsolètes, parlons de l'essence premium numéro 3. Vous devriez toujours utiliser de l'essence premium. Beaucoup de pilotes pensent que l'essence premium est toujours la meilleure option pour leur moto. Le mot premium signifie une meilleure qualité, de meilleures performances et une durée de vie plus longue du moteur. Les stations-service sont même annoncées comme une option supérieure, ce qui conduit de nombreux moteurs à croire qu'un remplir de carburant de qualité améliorera les performances, l'efficacité énergétique et la longévité de leur vélo. Cependant, c'est l'un des plus grands fausses idées dans le sport motocycliste et dans la plupart des cas, utiliser de l'essence de qualité lorsqu'elle n'est pas nécessaire n'est rien d'autre qu'une dépense inutile. La vérité est que l'essence premium ne contient pas d'additifs spéciaux ou de nettoyants supplémentaires, contrairement à l'essence régulière. La principale différence réside dans son indice d'octane, qui est simplement une mesure de la résistance du carburant au cognement ou au préallumage à l'intérieur du moteur. Mais la plupart des motos sont conçues pour ne pas en avoir besoin. Si le fabricant de votre moto n'a pas spécifié l'utilisation de l'essence premium, le faire plein n'augmentera pas la puissance, n'améliorera pas l'efficacité énergétique ou n'augmentera pas la durée de vie du moteur. Au lieu de cela, il brûle différemment et, dans certains cas, peut même entraîner de légers problèmes de performance si le moteur n'est pas réglé pour cela. Afin d'éviter de gaspiller de l'argent sur la pompe, veillez à consulter votre manuel d'utilisation pour connaître le bon type de carburant. Les moteurs de moto modernes sont conçus avec des capteurs sophistiqués qui ajustent la distribution de carburant et le calage de l'allumage en fonction du carburant utilisé, ce qui signifie que l'utilisation d'un indice d'octane inférieur à celui recommandé peut entraîner une légère perte de puissance, mais l'utilisation d'un indice d'octane supérieur à celui requis n'apportera aucun avantage. À moins que votre vélo n'ait spécifiquement besoin de carburant à haut indice d'octane, s'en tenir à la qualité d'essence recommandée permettra à votre moteur de fonctionner en douceur, tout en vous permettant d'économiser de l'argent au fil du temps. Parlons maintenant de l'un des plus grands mensonges du motocyclisme membre 2. Vous devez réchauffer votre moto pendant 10 minutes. Une habitude courante de certains coureurs est de laisser leur moto inactive pendant quelques minutes avant de partir. Beaucoup de gens pensent à un long échauffement permet au moteur d'atteindre une température de fonctionnement optimale avant d'appliquer toute charge. Ce mythe existe depuis des décennies et bien qu'il puisse avoir du sens pour les vélos de moto à carburateur ancien, il est complètement inutile pour les vélos modernes à injection de carburant. En effet, le ralenti excessif de la moto avant la conduite perd non seulement du temps et du carburant, mais entraîne également une augmentation des dépôts de carbone à l'intérieur du moteur. Les motos modernes sont conçues pour se réchauffer efficacement sous une charge légère, ce qui signifie qu'elles atteignent la température de fonctionnement beaucoup plus rapidement lorsqu'elles sont effectivement roulées. Laisser votre vélo inactif pendant de longues périodes n'augmentera pas la durée de vie du moteur. Au lieu de cela, il entraîne un gaspillage de carburant, des émissions inutiles et une accumulation de résidus qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances du moteur au fil du temps.
Une meilleure façon de le faire est de démarrer votre moto, de la laisser tourner au ralenti pendant environ 30 secondes à 1 minute, puis de le rouler doucement. Cette méthode garantit une circulation normale de l'huile tout en minimisant la consommation excessive de carburant. Si votre moto est injectée de carburant, il n'est absolument pas nécessaire de la réchauffer pendant une longue période. Enfin, le mythe numéro 1 de la moto qui ne mourra pas. Premièrement, la pipe forte sauve des vies. L'un des mythes les plus répétés dans le sport de moto est la croyance que les tubes forts peuvent sauver des vies. L'idée est qu'un bruit d'échappement plus fort permettrait au conducteur environnant de remarquer plus facilement le conducteur, réduisant ainsi les chances d'accident. De nombreux conducteurs estiment que l'installation d'un système d'échappement après-vente est justifiée, souvent avec un niveau sonore excessif parce qu'ils pensent que le volume supplémentaire les rend plus sûrs sur la route. Cependant, la réalité est que cette croyance est davantage basée sur la perception que sur les effets réels, et dans la plupart des cas. Les tubes bruyants font peu pour améliorer la sécurité du cavalier. Le principal problème avec l'argument que les tuyaux bruyants sauvent des vies est que le son se propage principalement vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Le tuyau d'échappement d'une moto est situé à l'arrière du vélo, ce qui signifie que la plupart de son bruit est projeté derrière le cycliste plutôt que vers les véhicules qui s'approchent. La plupart des voitures et des camions qui représentent un danger potentiel pour les motards sur la route se trouvent devant eux et non derrière eux. De plus, de nombreux conducteurs aujourd'hui jouent de la musique forte ou parlent au téléphone dans une cabine insonorisée, ce qui les rend moins susceptibles d'entendre une moto s'approcher, quel que soit le bruit de son échappement. Ce n'est pas le bruit qui sauve vraiment des vies, mais la visibilité et les techniques de conduite défensive. Porter un équipement de haute visibilité, utiliser un positionnement correct de la voie et maintenir une forte conscience de la situation sont autant de moyens plus efficaces de rester en sécurité sur la route. Les stratégies de conduite défensive, telles que supposer que le conducteur ne peut pas vous voir et se positionner de manière à maximiser la visibilité, sont des facteurs clés pour prévenir les accidents. Bien que certains pilotes puissent apprécier un bruit d'échappement fort, il est important de ne pas tomber dans le piège de croire que le bruit lui-même peut vous garder en sécurité. La meilleure protection est une conduite intelligente et défensive pour vous rendre aussi visible que possible dans la circulation. Voilà les 13 mythes les plus stupides de la moto que trop de coureurs croient encore. Maintenant, j'aimerais entendre votre opinion. Quel est le pire mythe de la moto que vous avez jamais entendu? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en.